Un matin de mars 2000, dans une petite ville minière d'Australie, la police pénètre dans une maison modeste. À l'intérieur, elle découvre une scène si étrange et dérangeante que plusieurs officiers quitteront les lieux, incapables de la décrire sans trembler. L'un d'eux, un vétéran des forces de l'ordre, dira plus tard que c'était la chose la plus terrifiante qu'il ait jamais vue. Mais ce n'est pas un tueur masqué ou un monstre de cinéma qui a provoqué cette horreur. C'est une femme, une mère, une employée modèle dans un abattoir. Son nom, Catherine Knight. Aberdeen, Nouvelle-Galles du Sud. Une petite ville industrielle de quelques milliers d'habitants, connue pour son abattoir et ses travailleurs modestes. Le genre de lieu où tout le monde se connaît, où les histoires voyagent vite et où les secrets sont rares, ou du moins bien dissimulés. Nous sommes le 1er mars 2000, au petit matin. La police est appelée au domicile de John Price, un père de famille de 44 ans qui ne s'est pas présenté à son travail. Pour ses collègues, ce n'est pas anodin. John est un homme fiable, ponctuel, respecté. Il travaille dans les mines depuis des années, il est apprécié pour son calme, son sens de l'humour, son professionnalisme. La veille, il avait confié une phrase troublante à l'un d'eux. « Si je ne viens pas demain, c'est que Catherine m'a tué. » Les policiers frappent, personne ne répond. Ils forcent la porte. Ce qu'ils découvrent à l'intérieur changera à jamais la façon dont cette affaire sera racontée. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter plusieurs décennies en arrière. Car cette histoire ne commence pas avec un crime, mais avec une enfance. Comment une femme, mère de famille, connue dans sa ville, employée depuis des années dans un abattoir, a-t-elle pu se retrouver au cœur de l'une des affaires les plus troublantes de l'histoire criminelle australienne? Pour commencer à comprendre, il faut retourner là où tout commence, dans une enfance marquée par la violence, les secrets et les traumatismes. Catherine Mary Knight naît en octobre 1955 à Tenterfield, une petite ville rurale de la Nouvelle-Galles du Sud. Elle grandit dans un contexte familial extrêmement instable. Sa mère, Barbara, quitte son mari pour s'installer avec Ken Knight, un ancien conducteur de train. Ce changement crée un scandale local. Très vite, la famille est mise au banc de la communauté. Ken Knight, le beau-père de Catherine, aurait été un homme excessivement violent, souvent ivre, sujet à des accès de colère et à des comportements instables. Des sources judiciaires et rapports d'experts mentionneront plus tard des violences conjugales fréquentes au sein du foyer, ce qui aurait profondément marqué Catherine dès l'enfance. D'après certaines déclarations de Catherine elle-même, elle aurait été victime d'abus dès son plus jeune âge. Ces éléments seront mentionnés par la défense lors de son procès. Toutefois, aucune preuve formelle ne viendra confirmer ces accusations, ce qui pousse certains experts à considérer ces souvenirs comme potentiellement altérés ou exagérés. À l'école, Catherine est décrite comme une élève solitaire. Elle aurait été intelligente, mais sujette à des comportements violents lorsqu'elle se sentait menacée ou humiliée. Plusieurs camarades se souviennent qu'elle pouvait, dans certains cas, passer de calme à agressive en quelques secondes. Elle quitte l'école à 15 ans, sans diplôme. Elle entre ensuite dans la vie active. Rapidement, elle trouve un travail dans l'abattoir local de la ville d'Aberdeen. Là, elle excelle. Son efficacité, sa maîtrise du matériel de découpe, sa discipline surprennent ses supérieurs. Un collègue dira plus tard, elle maniait les couteaux comme un chef, mais avec une froideur étrange. Catherine conserve même ses propres couteaux de boucher accrochés au-dessus de son lit, au cas où elle en aurait besoin. Ce détail, plus tard révélé aux enquêteurs, semblera presque anecdotique au départ, mais prendra tout son sens au fil des années. La vie amoureuse de Catherine est marquée par une série de relations intenses, courtes et violentes. Son premier mari, David Kellett, subit de multiples violences. Selon certains récits rapportés par les proches du couple, Catherine aurait tenté de l'étrangler dans son sommeil, l'aurait frappé à plusieurs reprises et aurait même brisé des objets sur sa tête lors de disputes. Leur relation ne dure pas. D'autres partenaires suivront et avec chacun, le même schéma semble se répéter. Une jalousie extrême, un contrôle obsessionnel et des crises violentes pouvant aller jusqu'à la menace. Dans un cas documenté,
Elle aurait tué le chien d'un ex-compagnon devant lui dans un geste de représailles. À ce stade, personne ne porte plainte. Certains quittent la ville, d'autres gardent le silence. Catherine continue sa vie, ses emplois dans les abattoirs, ses relations difficiles. Elle a plusieurs enfants avec différents partenaires qu'elle élève seule pendant certaines périodes. Au milieu des années 1990, Catherine entame une relation avec John Price, un père divorcé, très respecté dans la communauté. Il est connu pour être un homme stable, travailleur, apprécié de ses enfants. Le couple s'installe ensemble, mais rapidement, la relation devient conflictuelle. Catherine fait preuve, selon des proches, de crises de jalousie, de comportements intrusifs, et aurait même envoyé une vidéo compromettante à l'employeur de John, ce qui lui aurait fait perdre temporairement son poste. Malgré tout, John reste, peut-être par attachement, peut-être par peur. Il aurait confié à ses collègues que Catherine avait des côtés imprévisibles, mais qu'il pensait pouvoir la gérer. Pourtant, en février 2000, il prend une décision. Il la quitte définitivement et lui demande de quitter sa maison. Selon plusieurs témoignages rapportés par les médias locaux et les archives judiciaires, Catherine aurait mal supporté la rupture. Elle aurait tenté de renouer, de manipuler les enfants, et aurait même menacé de s'en prendre à elle-même. John, de son côté, aurait refusé tout contact, sauf pour des échanges concernant les enfants. Il aurait cependant accepté qu'elle reste quelques jours dans la maison pour préparer son départ. C'est à ce moment-là que la tension devient palpable. John commence à confier à ses collègues ses inquiétudes. Il aurait dit à l'un d'eux « Si je ne viens pas demain, c'est qu'elle m'a tué ». Ils pensent tous qu'il exagère. Le lendemain, John Price ne vient pas au travail. À partir de la fin février 2000, les tensions dans la maison de John Price et Catherine Knight semblent atteindre un point de rupture. Le climat devient lourd, tendu, presque palpable. Les dernières heures qui précèdent l'horreur restent difficiles à reconstituer avec certitude. Ce que l'on sait, c'est que cette nuit-là, rien ne se passera comme prévu. Le 29 février, un mardi soir, la maison de John Price est supposée être un lieu de préparation à une séparation pacifique. Catherine aurait dû quitter les lieux dans les jours suivants. Mais plusieurs témoins rapportent que ce soir-là, des voisins entendent des bruits inhabituels. Cris, bruits sourds, portes qui claquent. Ces témoignages sont mentionnés dans les archives judiciaires, mais restent difficiles à confirmer. John Price, quant à lui, se serait retiré dans une pièce pour essayer de dormir. Selon la police, une dispute violente aurait éclaté sans que l'on puisse connaître l'origine exacte. Le drame se joue dans la nuit. Ce que les enquêteurs découvrent le lendemain bouleverse tout. La police est appelée à la suite du signalement d'un collègue inquiet de John Price. En entrant dans la maison, les agents font face à une scène étrange, difficile à décrire, même pour des professionnels habitués à la violence. Le corps de John Price a été attaqué et la maison porte les traces d'une lutte. Les détails les plus précis n'ont jamais été rendus publics, par respect pour la famille et pour préserver la dignité de la victime. Les experts évoquent un acte d'une violence exceptionnelle, dépassant ce que l'on pourrait imaginer dans une dispute conjugale classique. Au-delà des blessures physiques, ce qui frappe la police est la manière dont la scène a été organisée. Selon certains témoignages d'enquêteurs, des éléments laissent penser à une mise en scène macabre. Des objets déplacés, une table dressée avec des plats préparés, certains contenant des éléments issus du corps de la victime selon les experts. Des noms d'enfants inscrits sur les assiettes, suggérant une intention particulièrement troublante. Ces faits ont été confirmés par le rapport d'autopsie et par les témoignages lors du procès. Les informations les plus sensibles ont été volontairement limitées dans les rapports publics, notamment afin d'éviter toute diffusion de contenu morbide et d'épargner la famille. Les médias australiens ont souvent relayé cette affaire avec une certaine retenue, soulignant le caractère exceptionnel et choquant des événements sans entrer dans le sensationnalisme. Après la découverte, Catherine Knight est retrouvée dans la maison, dans un état de choc apparent. Elle aurait ingéré des médicaments dans une tentative d'automédication ou de suicide. Elle est rapidement arrêtée par la police qui la place en garde à vue. Ses déclarations initiales sont rares, contradictoires,
parfois incohérentes. Certains proches déclareront plus tard que Catherine semblait détachée, comme coupée de la réalité. La petite communauté est bouleversée. Pour beaucoup, Catherine Knight était simplement une femme difficile, parfois violente, mais jamais imaginée capable d'un acte aussi extrême. Le choc est d'autant plus grand que l'affaire met en lumière des blessures plus profondes, jamais vraiment prises en charge, des tensions ignorées ou cachées derrière des façades sociales. À partir du matin du 1er mars 2000, la petite ville d'Aberdeen est devenue le théâtre d'une enquête minutieuse et complexe. La police locale, épaulée par des experts en criminalistique, se lance dans une investigation délicate, tentant de reconstituer les événements d'une nuit trouble. Pourtant, plusieurs zones d'ombre subsistent et l'enquête est marquée par des retournements inattendus. Dès l'arrivée sur place, les policiers procèdent à un verrouillage du périmètre pour préserver les preuves. Le domicile de John Price est soigneusement fouillé. Des experts en médecine légale sont appelés pour analyser la scène, prélever des indices et réaliser une autopsie approfondie. Malgré la violence apparente des blessures, les enquêteurs s'efforcent de comprendre le contexte et les motivations sans présumer quoi que ce soit. L'autopsie confirme que John Price a subi des blessures multiples et profondes, ce qui aurait entraîné son décès rapide. Les analyses révèlent aussi des éléments qui nourrissent l'hypothèse d'une mise en scène, des traces d'outils de découpe spécifiques, des arrangements particuliers des restes humains, ainsi qu'une attention portée aux détails macabres. Les experts notent également que certaines blessures semblent plus symboliques que purement létales, ce qui questionne sur l'état psychologique de l'agresseur. Placée en garde à vue, Catherine fait l'objet d'un interrogatoire intensif. Elle reste d'abord silencieuse ou donne des réponses évasives. Avec le temps, des fragments de son récit émergent, mais toujours de manière confuse. Elle évoque un contexte de violence conjugale, de disputes répétées et de souffrances psychologiques accumulées. Toutefois, les enquêteurs notent des contradictions dans ses propos, ce qui complique la compréhension de la chronologie exacte des faits. Les enquêteurs envisagent plusieurs pistes. Une dispute qui aurait dégénéré de manière incontrôlable, un acte prémédité en réponse à une série d'agressions ou de pressions, un état psychologique altéré ayant conduit à une perte de contrôle. Les proches de John Price sont interrogés. Ils décrivent un homme calme, pacifique, qui cherchait à éviter les conflits. Ce portrait contraste fortement avec la violence subie. Les heures exactes du drame restent difficiles à préciser. Certains témoins signalent des bruits tard dans la nuit, d'autres des silences suspects. Aucun élément ne permet de confirmer la présence d'un tiers ou d'un complice. Dans la suite de l'enquête, la police transmet un dossier complet au procureur. Face à la gravité des faits et à la pression médiatique, le procès devient une affaire majeure en Australie. Catherine Knight plaidera coupable, ce qui évitera un procès public prolongé. Le jugement tiendra compte des circonstances complexes, notamment son passé personnel difficile, sans pour autant minimiser la gravité du crime. Après plusieurs semaines d'enquête et une forte médiatisation, l'affaire Catherine Knight prend un tournant décisif avec son arrestation, puis sa comparution devant la justice. La société australienne se trouve confrontée à un drame d'une rare violence qui interroge sur les limites de la psychologie humaine et sur la gestion des violences familiales. En avril 2001, Catherine Knight est officiellement inculpée pour le meurtre de John Price. La procédure judiciaire met en lumière plusieurs aspects troublants de sa personnalité, ainsi que les traumatismes passés qu'elle a vécus. Sa défense plaide notamment pour un état mental altéré, mettant en avant un possible trouble psychologique grave au moment des faits. Les experts psychiatres sont unanimes sur le fait qu'elle présentait des signes de troubles psychotiques, probablement exacerbés par des années de violence et de souffrance psychologique. Le tribunal la condamne à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge souligne dans son jugement la gravité exceptionnelle des faits, ainsi que la dangerosité avérée de la condamnée. La sentence est perçue par une partie de la population comme une réponse ferme à un crime hors norme, mais aussi comme un appel à mieux comprendre et prévenir les violences intrafamiliales.
L'affaire déchaîne les passions en Australie. Les médias évoquent souvent Catherine Knight comme la femme la plus cruelle du pays, un surnom controversé, critiqué par certains psychologues et spécialistes qui insistent sur la nécessité d'aborder ces cas avec nuance et compassion, sans tomber dans la stigmatisation. Dans les débats publics, plusieurs voix appellent à un renforcement des dispositifs d'aide aux victimes de violences conjugales et à une meilleure prise en charge des auteurs potentiels de violences. Au cœur de cette tragédie, la mémoire de John Price reste celle d'un homme aimé de ses proches, décrit comme un père attentif et un collègue apprécié. Ses enfants, profondément affectés, sont restés à l'écart des médias, préférant le silence. Catherine Knight est incarcérée dans une prison de haute sécurité. Des experts suivent son état mental régulièrement. Elle n'a jamais été libérée et demeure un cas étudié par les spécialistes en criminologie, psychologie et violences domestiques. L'histoire de Catherine Knight est celle d'un drame humain profond, aux multiples facettes, mêlant souffrance, violence et psyché brisée. Plus qu'un simple fait divers, elle invite à réfléchir sur des enjeux sociaux et psychologiques qui dépassent largement le cas individuel. Cette affaire rappelle que derrière chaque acte extrême, il peut exister une accumulation de blessures invisibles, de traumatismes non soignés. Catherine Knight, loin d'être une figure unidimensionnelle, était une femme marquée par une enfance difficile, des violences répétées et un isolement progressif. Comprendre ses motivations sans pour autant excuser le crime est une étape essentielle pour éviter que d'autres drames similaires ne se reproduisent. L'affaire interroge aussi sur la capacité des institutions sociales, judiciaires, médicales à détecter et prévenir les violences conjugales, particulièrement quand elles restent cachées derrière des façades sociales. Des signaux d'alerte existaient, mais n'ont pas toujours été pris en compte ou traités à temps. Au-delà du choc provoqué par cette histoire, c'est un appel à une meilleure prise en charge, à plus d'écoute et à une mobilisation collective. L'éducation, la sensibilisation, l'accompagnement des familles en difficulté sont des pistes cruciales.